Dans un contexte où est-ce que c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher des clients, investir considérablement en marketing, investir considérablement en publicité, c'est pas juste important, c'est essentiel parce que c'est ce qui fait en sorte que tu es capable de sortir du lot pendant que tout le monde a un peu peur. Et on le vit également avec nos clients. Beaucoup d'entre eux qui ont des entreprises qui, encore une fois, s'adressent davantage aux consommateurs. Ici, ça a été plus difficile de convertir les clients cette année que ça pouvait l'être dans les années passées. Donc, les investissements en marketing, les investissements en contenu devaient être davantage massifs. Donc, on est de retour au podcast Discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé comme à chaque semaine. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode où est-ce qu'on allait parler de deux sujets. Nos apprentissages de l'année 2023 et on ne pouvait pas passer à côté. Gemini, la nouvelle intelligence artificielle de Google qui vient d'être lancée ou du moins qui a été présentée et qui fait tourner beaucoup de têtes parce que selon ce qu'on a été capable de lire, elle bat l'intelligence artificielle de ChatGPT, de GPT-4 sur plusieurs aspects, sur je pense 30 des 32 aspects de comparaison souvent qui vont être regardés avec l'intelligence artificielle. Bref, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode qui expliquent tout ça. Jonathan a regardé et a beaucoup d'informations à nous partager. Par où qu'on commence, Jonathan, aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de nos apprentissages? Est-ce qu'on parle de Gemini en premier? Je partirais avec tes apprentissages, Antoine. Mes apprentissages, toi aussi, t'en as fait quelques apprentissages pour l'année 2023, j'imagine. On Absolument. pourra en parler un peu. Je vais en parler de quelques-uns, effectivement. Tout à fait. Mais je suis curieux de savoir les tiens en premier, Antoine. On avait fait le même type d'épisode en décembre 2022. Je pense qu'on fera également un épisode sur notre vision 2024, qui est toujours intéressant de regarder et d'analyser. 2023, un des premiers apprentissages que j'ai fait, c'est qu'en période, je sais même pas si c'est une période de conjoncture économique ou est-ce que les gens ont moins d'argent. On dirait que les gens ont moins d'argent, mais au final, ça se traduit pas encore, ou peut-être que ça commence à se traduire, mais on n'est pas certain. Bref, on est comme entre deux. Mais assumant qu'on est dans ce type de période-là, et moi, je l'ai vu un petit peu cette année parce qu'on travaille beaucoup avec des clients qui sont face aux consommateurs. Je l'ai aperçu dans un contexte où est-ce qu'on présentait notre offre à des nouveaux clients, donc des clients qui n'étaient pas encore clients chez nous. Il y avait plus de résistance sur des, pardonnez-moi l'anglicisme, commitment que ce que je pouvais avoir dans le passé. Donc, un des premiers apprentissages que j'ai fait, c'est que dans un contexte de conjoncture économique, sois prêt à être agile au niveau de ton offre de service. Donc, nous, pendant un certain temps, on présentait notre offre. On n'avait pas des gros taux de conversion comparativement à l'habitude. On a ajusté notre offre de service dans la manière qu'on le présente et dans la manière qu'on l'offre. Et là, du jour au lendemain, on était capable d'augmenter considérablement nos taux de conversion comparativement à l'année 2022 et à l'année 2021. Et ça, c'est un des points que je me suis noté pour peut-être même 2024 parce que, soyons honnêtes, c'est pas terminé. Il reste d'avoir encore des hauts et des bas au niveau de l'économie. Les gens risquent d'être stressés au niveau de leurs finances également. On se doit d'être agile au niveau de notre offre de service. Et si on n'est pas prêt à le faire, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, va être prêt à être agile, à ajuster son offre et aller gagner le client. Et soyons clairs ici, je ne parle pas simplement de descendre votre prix, mais je parle clairement de pouvoir peut-être offrir quelque chose que vous n'offriez pas dans le passé, peut-être offrir plus dans vos présentations qui habituellement sont gratuites avant de faire en sorte que vous transformez le client. Ça, c'est peut-être davantage dans un volet entreprise-entreprise. Dans un volet au consommateur, bien, clairement, il va falloir analyser ce qui se fait avec la compétition en général, qui la compétition, elle va peut-être être un peu agressive. On l'a vu avec le Black Friday 2023 qui vient de se dérouler. Donc ça, c'est un des premiers apprentissages que j'ai fait. Deuxième apprentissage que j'ai fait, Jonathan, que je trouve intéressant, c'est que dans des périodes encore, et je continue un petit peu avec cette vision de conjoncture économique qui un moment économique qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est le temps plus que jamais d'investir drastiquement en marketing. Nous, cette année, on regarde un petit peu les chiffres. Je pense qu'on va terminer à peu près avec du 25-35% de croissance, qui est un petit peu au-dessus des attentes, ce qu'on s'était donné, mais on n'a jamais autant investi en publicité. On n'a jamais autant investi en contenu, on n'a jamais autant investi en marketing. Et je pense que si on était dans un environnement où est-ce que les taux d'intérêt étaient à zéro et où est-ce que tout le monde avait le vent dans le dos, comme on a pu voir dans les années passées, je pense qu'on aurait fait beaucoup plus de croissance. Mais dans un contexte où est-ce que c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher des clients, investir considérablement en marketing, investir considérablement en publicité, c'est pas juste important, c'est essentiel parce que c'est ce qui fait en sorte que tu es capable de sortir du lot pendant que tout le monde a un peu peur. Et on le vit également avec nos clients. Beaucoup d'entre eux qui ont des entreprises qui, encore une fois, s'adressent davantage aux consommateurs. Ici, ça a été plus difficile de convertir les clients cette année que ça pouvait l'être dans les années passées. Donc, les investissements en marketing, les investissements en contenu devaient être davantage massifs. Et je pense que
C'est un autre point qu'on se doit de garder en tête, et je pense que j'en parlais sur LinkedIn récemment, mais c'est David Ogilvy qui disait ça, et peut-être qu'on l'avait même déjà dit sur le podcast, qui disait, un grand marketeur, que dans des périodes où est-ce que les choses vont bien, c'est important de faire de la publicité, et quand les choses vont moins bien, c'est primordial de faire de la publicité. Et je pense qu'on le voit un peu en ce moment, il y a des entreprises qui ont de la misère à aller croître, chercher des clients, eh bien, c'est dans ces moments-là qu'on doit être encore plus visible dans ce qu'on fait. Donc ça, je pense que c'est important. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as aperçu de ton côté, Jonathan? J'ai beaucoup de discussions dans les dernières semaines avec des entrepreneurs, puis souvent la question c'est, Jonathan, est-ce que tu ressens un début de crise économique ou un ralentissement économique? Et ma réponse est toujours la même. Nous, on le voit pas à l'heure actuelle chez OpenMind, Dev2CEO et compagnie. Et j'ai la perception qu'on ne le voit pas, on le ressent pas parce que on a fait un grand focus dans les 12 derniers mois sur développer notre pratique de marketing, amener notre équipe de vente à un autre niveau. Donc, ça vient, je pense, couvrir un peu ce ralentissement-là parce que justement, on investit en marketing et on a développé cette pratique-là qu'on ne faisait pratiquement pas, outre le côté ressources humaines, attraction de talent. On investissait beaucoup sur cet aspect-là, mais on ne le faisait pas nécessairement pour attirer des clients par le passé. C'était beaucoup du bouche à oreille et une force de vente directe en outbound. Donc, je suis 100% d'accord avec toi, Antoine, que c'est extrêmement important. Puis on avait une discussion stratégique avec, entre autres, notre directeur général ici hier, de dire, bon, mais qu'est-ce qui s'en vient en avant? Est-ce qu'on pousse encore plus loin la machine marketing? Est-ce qu'on essaye d'améliorer nos marges en avant de nous? Et la décision est, on continue à pleine vapeur au niveau marketing. Peu importe s'il y a une crise qui peut peut-être se dessiner à l'horizon, ou peut-être qu'on en est déjà dans cette crise-là à l'heure actuelle, parce qu'on le voit entre autres dans les chiffres de l'immobilier puis les chiffres de financement. C'est quelque chose qu'on suit beaucoup de notre côté à cause qu'on a de l'immobilier en parallèle de la compagnie opérante. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi, je pense que s'il y a une crise qui se dessine à l'horizon, il ne faut pas arrêter le marketing, il faut pousser. Et nous, on est en train de récolter un peu ce qu'on a semé là, dans les 12, 18 derniers mois, justement grâce au marketing, grâce à l'investissement et au focus qu'on en fait devant nous. Je suis 110% d'accord avec toi, Antoine, sur cet aspect-là, que c'est important. Et faut pas ralentir les efforts pour essayer de sauver de l'argent s'il y a une crise qui se dessine devant nous, là. Oui, parce que ce qui va se dérouler, c'est que oui, peut-être que dans un contexte comme ça, vous allez pas nécessairement avoir les mêmes marges qu'à l'habitude, mais quand la crise va se terminer et quand on va retourner dans un environnement un peu plus normal, vous allez tellement être en avant de tout le monde. Et ça s'est vu avec des organisations pendant le COVID qui ont continué à se publiciser, qui ont continué à créer du contenu. Et quand les choses, finalement, sont revenues à la normale assez rapidement avec les chèques du gouvernement, mais c'est ces organisations-là qui étaient capables de tirer leur épingle du jeu. Donc, je pense que c'est vraiment important de se rappeler de ça. Le passé est garant du futur. Si vous êtes présent dans la tête de vos clients cibles dans des périodes plus difficiles, ou est-ce qu'eux n'ont peut-être pas l'argent de travailler avec vous maintenant, mais au moins ils vous voient, au moins ils vous entendent, au moins ils voient que vous êtes capable de les aider, eh bien, quand ils vont avoir un peu plus d'argent pour finalement engager une organisation, acheter vos services si vous êtes dans le produit, c'est à vous qu'ils vont penser. Donc, je pense que c'est très important de garder ça en tête. Et peut-être, tu vois, un dernier apprentissage que j'aimerais partager avec l'audience que j'ai vu en 2023, et je pense que ça va se traduire en 2024, c'est que la sobriété des entreprises technologiques est en train de faire son effet sur les organisations en général. C'est-à-dire ce qu'on a été capable de voir avec Elon Musk avec Twitter, on en a parlé souvent sur le podcast, Meta qui a renvoyé des gens, Amazon, Google le fait également. Je pense que juste Apple qui ne l'a pas fait. Eh bien, ça a donné une dynamique différente pour les PME sur la relation employé-employeur pendant un certain moment, et on l'a vu au Québec surtout. Il y avait tellement des pénuries de main-d'œuvre qui étaient élevées qu'on ne pouvait pas trouver du talent, que l'employé pouvait choisir à peu près n'importe quel emploi qu'il désirait et négocier à peu près n'importe quoi qu'il désirait. Si vous regardez un petit peu les pourcentages de taux de chômage au Québec et au Canada, ça ne fait qu'augmenter dans les derniers mois. Je pense qu'on était rendu à 5,9%, si ma mémoire est bonne, au Québec en novembre, ou au Canada. Bref, il y a peut-être des variations de 0,1 ou 0,2% dans ce que j'ai dit, mais pour vous donner une idée, il y a 4, 5, 6 mois de ça, on était à 3,9% de taux de chômage. Et là, ça sent, il y a des organisations qui font des renvois. Nous, on parle avec des gens en ce moment pour les engager que 1 ou 2 ans de ça, on pensait pas que ces gens-là étaient sur le marché. Ils étaient à l'emploi aussi, perdaient leur emploi. Je veux dire, 15 minutes plus tard, il y avait un autre emploi. Là, on dirait que c'est un petit peu plus complexe. Et je pense que ça, ce qui est en train de se dérouler ici, va juste ramener une dynamique
un peu différente sur la relation employé-employeur. Je pense que tu en as parlé souvent sur le podcast. C'est pas que c'était malsain, mais c'est simplement qu'à un moment donné, s'il y a une seule personne qui a davantage la balance de pouvoir sur certains aspects, ça peut causer des troubles et ça peut faire en sorte que des organisations vont faire de la surenchère et donner des salaires qui finalement ne devraient pas donner. Je pense qu'on doit faire vraiment attention là-dessus. Nous, c'est toujours quelque chose qu'on a fait grandement attention de ne pas commencer dans des surenchères parce qu'on sait très bien que c'est des dynamiques davantage court-termistes parce qu'ultimement, toute chose est un cycle. Et là, on le voit. Et là, je pense vraiment que le cycle est en train de s'inverser. Et l'objectif, c'est pas que l'avantage soit juste aux employeurs ou juste aux employés, mais c'est qu'il y ait une balance qui soit intéressante pour les deux parties. Et cette sobriété est partie des entreprises technologiques et elle est en train de s'installer sur les petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas si tu le vois, Jonathan, dans ton secteur, mais moi, pour moi, je trouve ça assez bluffant. Des choses que je vois maintenant que je ne voyais pas il y a quelques mois sur des gens qui sont à la recherche d'un emploi, des gens avec beaucoup de talent, mais qui, à cause de réduction d'effectifs, diminution des ventes, peur peut-être de 2024, se font mettre à pied et bien entendu, ça change une dynamique. Dans toutes les discussions que j'ai avec d'autres entrepreneurs dans les dernières semaines, c'est le constat unanime. Il y a plus de disponibilité de main-d'œuvre au marché. Il y a beaucoup moins de rotation de personnel dans les entreprises. Moi, c'est ce que j'entends à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'entreprises de marketing, entre autres, qui ont licencié des gens. Même chose au niveau des entreprises technologie. Donc, c'était deux secteurs qui étaient en très grande surchauffe. Et je pense qu'il y a un rebalancement du marché qui est en train Bien de se faire à sûr. l'heure actuelle, ou un équilibre qui est en train de s'installer, qui est pas mauvais, je pense, pour les deux parties, parce que une surchauffe, au final, c'est bon pour personne. De ma perception, là, ça peut être bon temporairement à court terme pour une des deux parties, mais au final, ça finit toujours par se rebalancer, là. C'est utopique et ça oblige le gouvernement à augmenter les taux d'intérêt. Bon, bref, l'inflation, c'est bon pour personne. À un trop haut taux, soyons honnêtes, là, c'est préférable d'avoir de l'inflation que de la déflation, là. Juste mettre ça clair. Mais bon, ultimement, ça peut créer beaucoup d'enjeux. On l'a vu. Et là, vraiment, il y a un redressement et j'ai l'impression que ça ne va pas se terminer en 2024. Je serais pas surpris que ça s'accélère un peu, qu'il y ait vraiment une sobriété beaucoup plus globale qui s'installe dans le marché au complet. Donc, tu vois, d'autres choses qui me viennent en tête, mais au niveau des apprentissages, ce sont des choses que j'ai vues. Je sais pas, toi, de ton côté, des choses à rajouter là-dessus, ou peut-être tu veux directement parler de Gemini. On a eu un grand focus, nous, à bâtir notre pratique de marketing et de vente, à essayer de redéfinir nos offres de services pour être à plus grande valeur ajoutée. Mon apprentissage, je dirais, de cette année, ou plutôt mon constat, c'est j'aurais vraiment aimé tomber sur les livres sur lesquels je suis tombé en cours de route ou les discussions qu'on a eues, exemple, ensemble ou avec d'autres entrepreneurs qui m'ont éveillé à cette pratique-là. J'aurais vraiment aimé avoir accès à cette information-là ou cette connaissance-là il y a 5 ans. On serait probablement beaucoup plus loin aujourd'hui qu'on est à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on est dans la bonne voie pour se rendre où ce qu'on veut s'en aller. Donc, focus, 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 c'est notre logique qu'on commence de plus en plus à appliquer. Et un grand focus aussi sur le marketing et sur le côté vente pour apporter plus de valeur ajoutée aux gens à qui on veut parler au final. Donc, on est sur cette belle voie-là. Et bon, là, l'intelligence artificielle, ça t'a capté ton attention. On en a parlé beaucoup sur le podcast dans la dernière année. Google contre-attaque. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le plus grand joueur d'intelligence artificielle qui refait surface? Parce que soyons honnêtes, c'est eux qui ont le plus de data dans le monde. Juste avec YouTube, c'est la plus grosse source de data que tu peux avoir dans le monde pour l'intelligence artificielle. Absolument. Et je suis un passionné de suivre le sujet, mais à un moment donné, on finit par avoir une fatigue d'informations qui nous est lancée. Et j'ai une routine de tout le temps regarder un petit peu YouTube le soir avant de me coucher pour m'aider à m'endormir. Je suis une bébite un peu spéciale. Souvent, les gens essaient de fermer l'écran. Moi, si je n'ouvre pas l'écran de télévision à 15-20 minutes, je suis pas capable de m'endormir. Et je vais chercher beaucoup de mes nouvelles au niveau de l'intelligence artificielle par YouTube. Curieusement, il y a généralement beaucoup plus de choses par rapport à OpenAI, les modèles qui viennent de Facebook et compagnie, et peu de choses au niveau de Google. Et là, cette semaine, j'ai vu un petit vidéo d'un influenceur sur Internet que je connaissais pas, qui parlait de Google Gemini, qui est le modèle un peu, ou plutôt le nom que Google donne à un de ses prétendants d'intelligence artificielle. Et je me suis dit, je vais l'écouter pour voir c'est quoi et probablement ça va être encore de la poudre aux yeux. Et Antoine, je ne sais pas si tu as vu les démonstrations de Google Gemini. Le lancement a été retardé légèrement. C'était supposé être en décembre. Et là, ils font un soft launch. Ça va être lancé probablement au plus grand public en janvier. Et si la démonstration que j'ai vue sur YouTube est vraie, honnêtement, on est vraiment rendu à une autre étape
et Ouais. c'est complètement hallucinant ce que moi j'ai vu. Et pour vous décrire un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Google Gemini et ça se décline en quoi comme version et c'est quoi la grande différence de Google Gemini versus un chat GPT de ce monde ou les autres intelligences artificielles qu'on a vues. Donc, l'information moi, que j'ai à date, c'est la version 1.0 de Gemini qui va se décliner en 3 sous-versions disponibles. Il va avoir la version Ultra qui est le plus gros et le plus grand des modèles. Il y a la version Pro qui va être disponible par Google Bard, qui je ne sais pas si en Europe tu as eu accès, mais moi, j'ai toujours pas accès de mon côté et j'ai hâte de l'essayer. Et il y a la version Nano, qui est une petite version de cette intelligence artificielle-là, qui va être disponible pour les appareils qui n'ont pas une grande puissance de calcul. Exemple, un téléphone mobile. Et là, la grande force, si on compare Google Gemini à ChatGPT de ce monde, moi, je vois 2 items. À l'heure actuelle, il bat pratiquement tous les modèles qui sont disponibles en place, mais qui sont des modèles un peu spécifiques à une chose. Exemple, ChatGPT est bon avec le texte. Si on regarde Stable Diffusion ou Midjourney, il est bon avec l'image. Il va y avoir des modèles comme Whisper qui vont être bons avec l'audio. Donc, à l'heure actuelle, on est dans des compartiments ou des silos séparés. Un vecteur égale une intelligence artificielle, donc l'audio, ça va être exemple Whisper, le texte, ChatGPT, et ainsi de suite. La grande force de Gemini jusqu'à date, c'est qu'il est multimodal, donc il est capable de réfléchir sous tous ces aspects-là, donc le texte, l'image, l'audio, la vidéo, le code de programmation. Donc, pour mettre ça en image, un humain est capable de faire ça. C'est sa grande force et c'est la grande distinction entre un humain et, exemple, ChatGPT. ChatGPT va comprendre généralement pratiquement juste du texte. Ça commence à être un petit peu plus large, mais c'est pas aussi puissant que Gemini. Et là, la démonstration, c'est carrément une caméra qui filme une planche à dessin et le journaliste va dessiner des choses sur la planche à dessin et va parler en audio avec l'intelligence artificielle. Donc, il va commencer à dessiner, à faire des lignes et il va dire à Gemini, qu'est-ce que tu vois? Décris-moi ce que tu vois. Et tranquillement, au fur et à mesure que nous, on regarde le dessin se bâtir et qu'on dit, oh, c'est un canard qui est en train d'être dessiné, on entend l'intelligence artificielle dire, oh, d'après moi, c'est un canard qui est en train de dessiner. Et là, le journaliste met du bleu pour dessiner le canard et là, l'intelligence artificielle dit, oh, c'est rare qu'on voit un canard bleu, tu sais, c'est pas normal. Oh, wow. Et là, on se dit ça dans notre tête en même temps. Et après, le journaliste prend un petit canard en plastique bleu, il le met dans le visé de la caméra et l'intelligence artificielle fait « Oh mon Dieu, un canard bleu, mais un vrai en plastique, ça a l'air d'être du plastique. » Et là, il joue avec. Et honnêtement, à chaque fois qu'on se dit quelque chose dans notre tête, c'est pratiquement en même temps que l'intelligence artificielle va dire la même chose et il va rajouter des compléments plus loin que ce que l'humain peut faire parce que lui, là, la connaissance pratiquement du monde entier de disponible derrière sa portée versus l'humain qui a juste sa propre expérience ou sa propre connaissance. Et là, la démonstration, elle est à peu près une dizaine de minutes. Et honnêtement, j'étais avec ma conjointe quand j'ai écouté ça et les deux, on se regardait, on s'est dit, mon Dieu, si c'est vraiment en temps réel, cette démonstration-là, que ça a été filmé, on est en présence d'une capacité d'intelligence identique, Une conscience. pratiquement une conscience ou pratiquement quelqu'un qui regarde ce qui se passe et qui est capable d'interagir en temps réel. Et c'est plus juste en format texte ou juste en format audio ou juste en format vidéo. Là, c'est tout ça ensemble et qui est capable de vraiment interagir et de bouger, mais d'avoir une réflexion et une intelligence qui est probablement plus forte que la majorité des humains. Et c'est là que ça Un devient mini vraiment impressionnant. AGI. Un mini AGI et le seul élément qui manque pour vraiment se rapprocher de l'humain, c'est le côté de pouvoir matériellement se déplacer et bouger dans un environnement physique. Et c'est ce que, exemple, les Tesla de ce monde sont en train de travailler avec Optimus. Donc, on n'est pas loin, honnêtement, d'être capable de simuler la capacité d'un humain qui serait assis à côté de nous. Mais là, si on met ça dans un robot, honnêtement, on arrive très proche de ce qu'un humain pourrait faire en temps réel autour de nous. Et allez voir ça, honnêtement, sur YouTube. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et la force, par contre, derrière tout ça et la stratégie de ce qu'on peut voir qui se dessine derrière Google, c'est qu'ils vont faire comme Microsoft, l'intégrer dans leurs propres produits. Ils ont déjà dit qu'elle allait l'intégrer dans leur propre téléphone, les Google Pixel, le format nano. Donc, ils vont se donner une force à l'intérieur de tout ça. Ils lancent un nouveau produit qui s'appelle Notebook LM qui va intégrer Gemini Pro à l'intérieur. Donc, c'est comme un assistant personnel pour prendre ses notes et réfléchir
et organiser ses tâches et sa journée. Je pense qu'on va avoir vraiment une accélération, là, entre autres, avec cette partie-là qui arrive dans l'écosystème de Google. J'ai hâte de voir comment que les autres vont réagir et honnêtement, c'est une poussée vers l'avant, c'est une marche de plus qui est montée en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle, autant professionnelle que personnelle. Et j'ai extrêmement hâte de l'essayer en temps réel et de voir si ce que j'ai vu de mes yeux dans cette vidéo YouTube-là est la réalité. Si c'est le cas, on est vraiment à un autre niveau, là. Ben, je pense qu'on va pouvoir en parler dans un prochain podcast pour nos prévisions 2024. Écoute, ça va être assez intéressant. On mettra un lien dans les notes de l'épisode du vidéo de Jonathan. Joe, avant que je te laisse filer, des choses à rajouter? Je pense que c'est complet. La seule chose au niveau intelligence artificielle, Meta, IBM et 50 autres entreprises ont rejoint ou fondé une alliance pour l'intelligence artificielle en format open source. Donc, on voit qu'il y a une alliance qui se fait du côté de l'open source versus le code fermé que OpenAI et Google et Microsoft. Je Ça sais va pas mettre de si la tu as vu. pression, là. Et je sais pas si tu as vu Elon Musk qui est sorti publiquement il y a 3 jours pour parler justement de Sam Altman. Et il expliquait de quoi de vraiment impressionnant. Il dit, je peux pas croire, parce qu'il était un des fondateurs, Elon Musk, d'Open Source, et le but et le nom OpenAI vient de lui. vient de lui. Le but, c'était d'avoir une intelligence artificielle qui était ouverte. Et il dit, je peux pas croire qu'on est parti d'un but initial, qu'on soit complètement ouvert à aujourd'hui, on pourrait renommer OpenAI avec un nom qui serait Closed Source for Max Profit. C'est complètement l'inverse. Donc là, on voit qu'il y a des grands comme Meta, IBM et compagnie qui se rallient ensemble pour venir peut-être accomplir cette mission-là qui va servir plus à l'ensemble collectif et non au profit d'une seule entreprise. Donc, ça va être à suivre devant nous. Fantastique, Jonathan, merci. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.